Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la victoire de Mohamed Bazoum, toujours contestée par l'opposition nigérienne. Mahaman Ousmane, arrivé deuxième au second tour du scrutin présidentiel du 21 février dernier, dénonce des fraudes. Avec plus de 3,5 millions de cas confirmés de Covid-19 à ce jour, l'Afrique fait face à une seconde vague particulièrement meurtrière. Certains pays s'en sortent mieux que d'autres dans la gestion de la crise sanitaire. C'est le cas du Rwanda, 6e meilleur pays au monde et premier pays africain dans la gestion de la pandémie de Covid-19. Et puis, la Gambie et la Tunisie qualifiées pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Retour en fin d'édition sur les rencontres qui les ont respectivement opposées à la Centrafrique et au Maroc. Au Niger, la victoire de Mohamed Bazoum est toujours contestée par l'opposition. Mahaman Ousmane arrive second, ne reconnaît pas les résultats du second tour annoncés par la commission électorale il y a quelques jours. Ceci donne vainqueur le candidat du pouvoir Mohamed Bazoum qui en avril prochain devrait succéder à l'actuel président Mahamadou Issoufou. Zahra Mohamed Moutiu. Mahaman Ousmane parle d'une injustice et dénonce des fraudes. La victoire de Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir, crédité de 55,7% des voix, selon les résultats provisoires de la commission électorale nigérienne, est toujours contestée par l'ancien président qui se proclame vainqueur avec 50,30% des voix. Au second tour, Dieu a fait que j'ai réuni plus de suffrages de nos concitoyens que mon compétiteur. J'ai 50,30% des voix régulièrement comptabilisées. Et je caresse l'espoir d'avoir encore plus. D'après les résultats provisoires de la CENI, l'opposant n'a recueilli que 44,2% des suffrages à l'issue du second tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 21 février. Mohamed Bazoum l'aurait emporté largement dans les régions de Taoua, Agadez et Difa. Cependant, dans la région de Zinder, les scores sont très serrés. Des voix non encore comptabilisées. Il y a ensuite le recours que nous sommes en train de formuler et que la Cour constitutionnelle va examiner. Quand je dis non encore comptabilisé, c'est parce que juste un peu avant la fin de la compilation des travaux, nos représentants, mes représentants là-bas à la CENI, ont eu à identifier un certain nombre de faux, un certain nombre d'anomalies, un certain nombre d'irrégularités qu'ils ont souligné. Entre les deux tours, l'opposition avait déjà déclaré qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats si elle les estimait entachés de fraude. L'opposition qui avait dénoncé des irrégularités lors du premier tour, mais avait été déboutée par la Cour constitutionnelle. Mahaman Ousmane qui exige également la libération des centaines de personnes interpellées depuis le début des troubles qui ont éclaté dans le pays suite à l'annonce des résultats provisoires par la CENI le 23 février. Mahamadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale et leader du parti Modem Lumana Africa, est notamment en garde à vue depuis le 26 février à Niamey. Il est ciblé comme le responsable des émeutes qui ont secoué la capitale nigérienne. Le domicile de Yaya Dillo, l'opposant tchadien et candidat à la présidentielle du 11 avril prochain, a été le théâtre de violents affrontements ce dimanche 28 février. Affrontements qui, selon des sources, auraient fait de 2 à 5 morts, dont sa mère, ainsi que plusieurs blessés. Les autorités parlent d'un groupe armé qui s'est opposé à son arrestation, ayant entraîné un échange de tirs. Yaya Diallo, quant à lui, dénonce une tentative d'assassinat pour des mobiles politiques. Tout le quartier où vit le candidat à la présidentielle tchadienne est quadrillé depuis 3 jours par un dispositif militaire. Yaya Dillo aurait cependant réussi à être exfiltré de sa concession par des proches qui l'ont mis en lieu sûr, information qui n'a pas encore été confirmée par les autorités. Rappelons que Yaya Dillo est également un proche parent du président Idriss Déby Itno. Pour l'heure, Internet a été coupé dans la capitale N'Djamena pour des raisons de sécurité, précise le gouvernement.
La nouvelle bourse des matières premières agricoles de la Côte d'Ivoire démarre ses activités à la fin de ce mois. Elle contribuera notamment à améliorer le financement du secteur agricole, à stimuler la production tout en contribuant à l'amélioration des conditions de vie et de travail, surtout en milieu rural. Ameneji. En Côte d'Ivoire, la bourse des marchandises agricoles entamera ses opérations vers la fin du mois de mars 2021. Conçu et hébergé à la bourse régionale des valeurs mobilières, le projet devrait démarrer avec des cotations sur le maïs, la noix de cajou et la noix de cola. Il s'agit en effet d'une plateforme qui permettra de déterminer un prix de référence qui servira de base à la négociation de contrats commerciaux nationaux et internationaux. L'Afrique a compris qu'il faut impacter, influencer les prix des matières premières, les fixer soi-même. Et c'est une très bonne nouvelle parce qu'à l'instar de la bourse régionale des valeurs immobilières d'Abidjan, qui a effectivement montré son dynamisme, sa capacité à lever des fonds importants, à soutenir des transactions internationales d'envergure mondiale. La bourse des marchandises agricoles devrait par ailleurs faciliter la commercialisation des produits à l'intérieur du pays et réduire les pertes post-récolte liées au mauvais conditionnement et stockage. Suite à cette initiative, la Côte d'Ivoire pourrait rejoindre le Ghana, le Zimbabwe, l'Éthiopie et le Nigeria qui ont tous opté pour le même système. Cette bourse agricole d'Abidjan là va permettre de mettre autour de la même table négociants, financiers, agriculteurs, pouvoir discuter directement des prix des matières premières, des matières agricoles, directement, localement, sans avoir besoin de passer par des intermédiaires sur des marchés internationaux tels qu'à Londres, etc., etc. Démarré en juillet 2018, le projet de création et d'opérationnalisation d'un marché des matières premières agricoles en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des plans nationaux d'investissement agricole initiés par le gouvernement qui prévoyait la création d'une bourse des matières premières agricoles. Malgré la conjoncture économique plus que délicate, le Soudan poursuit son programme d'aide au développement. Le gouvernement vient en effet de lancer un programme de transfert monétaire pour les familles à faible revenu afin de soutenir les ménages les plus pauvres du pays. Mildred Diamant. Le gouvernement soudanais a lancé le 25 février 2021 une campagne nationale pour aider les ménages pauvres du pays. Ce programme permettra à ces familles de recevoir une allocation mensuelle de $5 pour les aider à assurer certains de leurs besoins de base. Le plan d'action estimé à un coût de $400 millions est destiné à atteindre 80% de la population soudanaise. $5 par personne par mois, ça peut paraître modeste, mais dans ces circonstances et pour certaines personnes, ça fait toute la différence. Il faut respecter le sens du message, qui est un sens de solidarité, mais aussi de la présence de l'État auprès des plus pauvres. Des situations pareilles devraient être multipliées de la part de l'État, mais également de la part des privés dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Lancé dans 4 provinces du pays, ce programme devrait contribuer à augmenter les revenus des ménages afin qu'ils puissent mieux faire face aux changements induits par les réformes économiques mises en place dans le pays. Ce soutien financier intervient à un moment où de nombreux Soudanais craignent que la dévaluation de la monnaie locale alimente davantage l'inflation et augmente le prix des produits de première nécessité. Il y a beaucoup de pays qui ont beaucoup plus de moyens, qui n'ont pas les mêmes contraintes que le Soudan, mais qui n'ont pas pu, d'une manière ou d'une autre, démontrer l'engagement de solidarité vis-à-vis de leurs citoyens. Et donc mon appréciation est très, très positive par rapport à ce geste, combien important, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa pertinence pour l'instant. Et je pense simplement que c'était important que l'État s'affiche aux côtés des citoyens. Le lancement de ce programme survient quelques jours après que le Soudan ait dévalué sa monnaie de 85% dans le cadre d'une refonte ambitieuse de son économie. Pour concrétiser son plan d'action aux populations vulnérables du pays, le gouvernement soudanais prévoit de consacrer un quart du budget 2021, soit près de 260 milliards de livres, au programme de soutien social. Également dans l'actualité, des émeutes ont éclaté à Ouargla, dans le sud de l'Algérie, ce dimanche 28 février, après la condamnation du blogueur Amer Guerache, militant du mouvement de protestation populaire. Le tribunal criminel local lui a infligé une lourde peine de 7 ans de prison ferme.
Arrêté chez lui le 1er juillet 2020, Amer Guerache, 31 ans, présenté comme un militant et poète. Elle est l'un des plus grands animateurs du mouvement de protestation à Mekadma, un quartier de la ville de Ouargla depuis plusieurs années. Le Comité national pour la libération des détenus précise qu'il a été condamné pour apologie du terrorisme, incitation aux actes terroristes, atteinte au président de la République et incitation à attroupement. Le parquet avait requis 10 ans de prison ferme. C'est le premier pays sur le continent africain dans la gestion de la pandémie de coronavirus, selon l'Institut Lowy, un think tank basé en Australie. Le Rwanda est également salué par beaucoup d'organisations internationales pour ses efforts et sa stratégie de lutte contre le virus. Mais à quel prix? C'est la question que se posent quelques analystes rwandais qui attestent que globalement, les pays devraient repenser les méthodes de lutte contre la pandémie, qui est une crise à plusieurs dimensions. Reportage signé Fratenda Kiaisenga. Selon le think tank australien Lowy Institute, le Rwanda est le premier pays en Afrique dans la gestion de la pandémie à coronavirus et 6e au monde. Parmi les critères retenus pour évaluer la performance des pays face à cette pandémie figurent le nombre de cas et de décès en proportion de la population, le nombre de tests et le taux de ceux qui sont testés positifs. Grâce aux mesures mises en place par le gouvernement, le Rwanda s'en sort bien, mais à quel prix? C'est la question que se posent les analystes. I think COVID-19 has 4 eyes. Cette situation de crise est un problème à 4 volets et il faut donc une solution multidimensionnelle. Il y a l'aspect de la santé qui est celui où le gouvernement excelle, mais il y a aussi le côté économique qui ne va pas bien du tout et le côté des affaires qui lui aussi souffre énormément. Selon plusieurs rapports, le secteur informel qui emploie une grande partie de la population ne fonctionne quasiment plus et c'est dommage. La 4e dimension concerne la conception de cette situation par les populations qui ont vraiment faim en ce moment et il fallait regarder tout cela. Christopher Kayumba est chercheur, journaliste et professeur d'université. Dans une lettre ouverte au président de la République, il évoque les failles de la stratégie mise en place par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Il propose également quelques solutions. Je pense qu'il est temps de revoir la stratégie utilisée dans la lutte contre la Covid-19. Ça a commencé en tant que problème sanitaire et pas après on l'a géré comme une crise sécuritaire. On a donné à la police la responsabilité de faire respecter les mesures et vous savez combien les gens étaient emprisonnés et ceux qui ont reçu des amendes. Comment pouvez-vous infliger une amende à quelqu'un qui est déjà appauvri et qui n'a plus de source de revenus par exemple? Cela fait presque une année que le Rwanda a signalé le premier cas de coronavirus sur son territoire. Jusqu'au 25 février 2021, le pays a enregistré plus de 18 550 cas confirmés, 258 décès et plus de 17 200 guérisons. Au Nigeria, une réunion des cadres de l'État de Zamfara et des représentants du gouvernement s'est tenue dimanche 28 février, alors que les 317 écolières enlevées le 26 février par des hommes armés dans l'établissement de Djandjébé dans le nord-ouest du pays restent introuvables. Après ce nouveau kidnapping de masse, le président Muhammadu Buhari, très décrié face à la situation sécuritaire dans le nord de l'État fédéral, a assuré qu'il ne céderait pas au chantage des malfrats. Depuis décembre 2020, ces hommes armés mènent des enlèvements comme à Kankara dans l'État de Katsina où plus de 300 jeunes garçons avaient été enlevés. Le pape François a condamné dimanche l'enlèvement des 317 adolescentes. L'actualité sportive pour terminer avec la qualification de la Gambie et de la Tunisie pour les quarts de finale de la CAN U20 qui se déroule actuellement en Mauritanie. La Tunisie a éliminé le Maroc au tir au but pour obtenir sa qualification le 26 février dernier et la Gambie a fait parler son efficacité pour écarter la Centrafrique sur un score final de 3-0. Les résumés avec Marine Tolo. Arrivé en quart de finale de la 22e édition de la Coupe d'Afrique des Nations U20, le Maroc s'est fait battre par son adversaire, la Tunisie, qui s'est imposée avec un score de 4-1. Après s'être qualifiée à l'issue d'une épreuve de tir au but, la Tunisie semble plus forte que jamais et prête à faire face à n'importe quel front pour honorer sa patrie. Cependant, le Maroc, qui a su se démarquer des autres équipes depuis le début de la compétition, reste encore surpris des aboutissements de ce derby maghrébin. On a vu la Tunisie se défaire du Maroc 4-1 après tir au but. Dans ce type de match, le Maroc qui partait pourtant favori n'a pas pu trouver
faille dans cette défense tunisienne qui a tenu bon. Et vous savez, dans ce type de rencontre, lorsque on a dépassé l'heure de jeu, on est toujours à 0-0. La confiance s'installe côté tunisien et puis le doute sévit côté marocain. Dans l'autre affiche des quarts de finale, la Gambie a triomphé de la Centrafrique sur un score de 3-0. En quart de finale devant la sélection centrafricaine, la tâche n'a pas été très difficile pour les Gambiens qui ont ouvert le score dès la 5e minute avec un but signé Wali Fofana. Momodou Bojang, quant à lui, a fait un break à la 49e minute qui a permis à la Gambie de remporter cette rencontre. La Centrafrique, en se qualifiant déjà pour le tournoi, c'était déjà un exploit. Passer le premier tour, c'était devenu quelque chose d'exceptionnel. Donc ils n'avaient plus de pression à arriver en quart de finale. Ils avaient déjà gagné leur tournoi, leur compétition avant même les quarts de finale. Donc pour eux, l'essentiel était déjà de participer. Et par la suite, on a vu au niveau du jeu, la Gambie a élevé son niveau de jeu et très tôt accueilli à froid les Centrafricains qui n'ont pas véritablement pu réagir tout au long de cette rencontre. La Gambie qui a l'expérience de la compétition, n'oublions pas qu'elle était 3e en 2007. C'est ainsi que la Gambie a validé son billet pour le carré d'AS. Pour la phase des demi-finales, la Gambie retrouvera le Ghana tandis que la Tunisie affrontera l'Ouganda. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa24.